et on va pouvoir démarrer avec Gilles Lipovetsky, avec lequel on va reprendre un peu de hauteur avant de revenir sur notre séquence justement sur les repères. Gilles Lipovetsky, qui est philosophe, qui va donc nous parler de cette crise des repères qui au fond touche la société tout entière. C'est à vous. Merci de votre présentation et bonjour à toutes et à tous. Le thème qui organise notre rencontre, la dissolution des repères, la quête des repères, le désarroi face au brouillage des repères, est un thème radicalement moderne, une question qui taraude depuis longtemps les esprits modernes. Nietzsche déjà a théorisé cette question en mettant l'accent sur l'angoisse de l'homme moderne face à ce qu'il appelle la mort de Dieu. À ses yeux, à l'âge moderne, plus rien n'est vrai, plus rien n'est bien. Lorsque les valeurs supérieures et religieuses ont perdu leur droit à régenter l'existence, alors l'homme est livré au sentiment du vide, à la nuit d'un monde sans valeur, à l'abîme du manque de but et de sens. Cela étant, par rapport à ce modèle inaugural, c'est une étape nouvelle qui se trouve franchie aujourd'hui. Car la désorientation contemporaine ne résulte plus seulement de la ruine des fondements métaphysiques, du savoir, de la loi et du pouvoir. Cette désorientation résulte de la désintégration des repères sociaux les plus ordinaires, les plus basiques, provoquée moins par un vide métaphysique que par l'organisation techno-marchande et individualiste du monde lui-même. Du coup, ce sont toutes les sphères de la vie politique, sociale et personnelle qui sont maintenant concernées. Les identités politiques, mais aussi la famille, l'identité sexuelle, le rapport à la procréation, les rôles de genre, l'éducation des enfants, l'alimentation, le génie génétique, tous ces domaines montrent le processus contemporain de désorganisation des grands repères collectifs. À l'évidence, notre monde hypermoderne est désorienté, insécurisé, déstabilisé, non pas occasionnellement, mais au quotidien, de manière structurelle et chronique. Une fois encore, sonne prophétiquement la sentence fameuse de Tocqueville, le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Nous voilà à l'heure de l'époque hypermoderne qui est celle qu'on pourrait appeler la grande désorientation. Alors on met souvent en avant la mondialisation libérale comme étant le facteur clé de cette grande dérégulation. Cette explication a sa part de vérité, mais elle est insuffisante. D'autres éléments structurels sont à prendre en compte, notamment les innovations technoscientifiques, l'empire du néolibéralisme, mais aussi la formidable dynamique d'individualisation de l'existence que nous connaissons. C'est cette spirale d'individualisation que j'aimerais analyser aujourd'hui. Le lien existant entre la déliquescence des repères et l'individualisme est profond, structurel. Alors, un mot pour expliquer ce point. La société individualiste est celle qui s'oppose radicalement au mode de fonctionnement des sociétés dites traditionnelles. Dans les sociétés de tradition et de religion et qui nous ont précédés pendant des millénaires, il y avait bien sûr des conflits, des peurs, mais pas de troubles identitaires ni de besoin de repères. On sait qui l'on est et ce qu'il faut faire. Les normes sociales priment sur l'individu. L'obéissance aux règles héritées du passé ou des dieux ne se discutent pas. Elles vont de soi. La place et les rôles de chacun sont fixés, stables, nullement remis en cause. C'est ce qui a changé depuis le XVIIIe siècle avec l'âge moderne
individualiste. Les modernes, en effet, ont inventé l'idéologie individualiste qui se caractérise par un système de valeurs posant l'individu libre et égal comme valeur centrale et fondement de notre monde. Depuis le XVIIIe siècle, l'individu libre et autonome s'affirme pour la première fois dans l'histoire comme le référentiel ultime de l'ordre de la société. Mais cette révolution de l'autonomie individualiste qui marque la culture moderne n'a pas été au bout de sa trajectoire, au moins pendant 2 siècles et demi. Tout un ensemble de verrous se sont maintenus ou sont apparus qui ont bridé le processus d'autonomisation individuelle enclenché par les nouveaux principes de liberté et d'égalité démocratique. Lors de la famille, les idéologies révolutionnaires et nationalistes, la morale autoritaire, les normes sexistes, tous ces dispositifs collectifs ont contrecarré l'affirmation pleine et entière de l'autonomie individuelle. Du coup, la déliquescence des repères s'est trouvée limitée parce que des verrous existaient, des verrous de type traditionnel ou idéologique. Alors voilà, nous sommes au moment précisément où ces crans d'arrêt ont sauté. Tout ce qui jouait traditionnellement comme frein collectif à l'individualisation s'est largement dissipé. Les valeurs hédonistes, la société de consommation et de communication, la contre-culture ont convergé pour entraîner l'affaiblissement du pouvoir de contrôle des grandes institutions, l'affaissement de leur puissance de régulation et d'imposition. Le nouveau monde dans lequel nous sommes a provoqué la désagrégation des encadrements collectifs, de la famille, de l'Église, des partis politiques, des conventions sociales, du rigorisme moral. De là l'avènement d'un néo-individualisme de type optionnel, dérégulé, décloisonné, affranchi des impositions collectives et communautaires. C'est de là d'où résulte le brouillage des repères. À l'échelle de l'histoire, c'est une seconde révolution individualiste qui est en marche, instituant cette fois un individualisme débridé, achevé, extrême, autrement dit, un hyper-individualisme. Ce néo-individualisme se caractérise bien entendu par de très nombreux traits et qui contribuent à la déliquescence des repères. Je n'en retiendrai que 3 relatifs directement à notre propos. Premier thème, l'effondrement des grandes idéologies modernes. L'âge moderne, comme je viens de le dire, a célébré l'individu libre et autonome. Mais en même temps, l'âge moderne a inventé les grandes idéologies politiques, l'idéologie du progrès, le communisme, la révolution, le nationalisme, autant de grandes idéologies qui ont colmaté, freiné l'essor de l'individualisation des existences. Or, tous ces grands systèmes politiques ont fait naufrage et n'ont plus de prise, n'ont plus de crédibilité dans les sociétés hyper-individualistes, centrées sur le présent des individus, sur la quête du bonheur et du mieux vivre. C'est l'idéologie et le monde du consumérisme et son idéologie individualiste qui ont miné les idéologies politiques centrées sur le futur et la construction d'un avenir nouveau. Le phénomène nouveau, c'est que nous n'avons plus de grands projets collectifs capables de faire rêver et de mobiliser les masses. Même l'Europe, comme vous le savez, suscite le scepticisme et ne fait plus rêver. Et nous n'avons plus la certitude, comme longtemps avant, que l'histoire avance nécessairement vers le mieux, vers le bonheur et le mieux-être de tous. Le résultat de tout cela, c'est l'abstentionnisme électoral, le recul de la domination des partis, l'augmentation de la proportion d'électeurs qui ne suivent les consignes d'aucun parti, une liberté plus grande des électeurs vis-à-vis des consignes et des disciplines de partis.
Les citoyens aujourd'hui se montrent de plus en plus déboussolés et hésitants, de moins en moins sûrs de leur choix définitif en matière de vote. L'autonomie nouvelle des électeurs n'a fait que précipiter leur désorientation, le brouillage des identités politiques. La division droite-gauche subsiste bien sûr, mais elle a perdu de sa radicalité antérieure. Ses repères se sont brouillés. Plus d'un Français sur 3 se déclare ni à gauche ni à droite et ne fait confiance à aucun des deux camps pour gouverner. L'hyper-individualisme s'affirme ainsi au travers d'un large courant de défiance, de scepticisme, de discrédit à l'égard du monde politique. Le populisme refait surface et les discours xénophobes se banalisent. Alors, faut-il parler d'une crise menaçant l'ordre même de la démocratie? Pour ma part, je ne le crois pas. Il est à noter que l'antiparlementarisme a perdu le caractère virulent qu'il revêtait dans l'entre-deux-guerres et que le renversement de la démocratie n'est plus nulle part à l'ordre du jour. La vérité est que l'incertitude contemporaine est inséparable du respect de l'ordre démocratique pluraliste. Bonne nouvelle, tous les repères ne se sont pas effondrés. Si le politique est discrédité, la démocratie reste massivement plébiscitée. La déstabilisation des repères s'envole sur fond d'attachement aux valeurs du libéralisme démocratique. En même temps, plus monte l'individualisme et plus paradoxalement s'affirment différentes formes de communautarisme, de revendications identitaires et particularistes. Les Catalans, les Basques, les Corses, les Indiens d'Amérique du Nord, les Québécois, les Flamands, mais aussi les sectes, les néo-fondamentalismes, le djihadisme, le salafisme. Ce phénomène multiculturaliste et parfois communautariste semble contradictoire avec cette dynamique d'individualisation. Mais en fait, il est inséparable de l'isolement, de l'insécurité, de l'anxiété individualiste. C'est cette anxiété individualiste qui crée la revendication identitaire, le besoin de communautarisation, parce que la communautarisation apporte des repères collectifs, rassurants, d'intégration dans des collectifs qui donnent des cadres, des buts, des structures à des individus déboussolés. D'où l'essor des mouvements intégristes et des sectes. Je suis convaincu du coup que ce phénomène va continuer en raison précisément de l'individualisation et de sa sphère effrénée, créatrice d'anxiété identitaire. Deuxième grand trait, le culte de l'autonomie dans la vie privée. L'autonomie individualiste va bien au-delà de la sphère politique. Elle se lie dans le nouveau rapport à la famille. La famille contemporaine enregistre la baisse de la nuptialité, les divorces à la hausse, la cohabitation prénuptiale, la flambée des naissances hors mariage, le contrôle des naissances. Tous ces phénomènes traduisent la poussée de l'autonomie des individus. L'ordre familialiste à l'ancienne a cédé le pas à une famille que chacun choisit sans modèle ni norme absolue, en fonction de son autonomie et de sa propre idée du bonheur. Avec l'autonomie individualiste, tous les repères traditionnels de la famille ont sauté. On voit ainsi se multiplier les familles recomposées, les familles monoparentales, les mariages homosexuels. La famille est emportée dans un processus de désinstitutionnalisation radicale. En même temps, les rôles de genre connaissent un profond bouleversement. Pour la première fois dans l'histoire, la place du féminin n'est plus préordonnée et orchestrée de bout en bout par l'ordre social et naturel. C'est désormais un principe d'indétermination et de libre gouvernement de soi-même qui commande la condition féminine. Du coup, les rôles sexuels et les relations entre les genres ne sont plus inscrits dans le marbre. Tout en ce domaine est devenu ouvert, négociable, indéterminé. Dans le cadre du couple contemporain,
l'idée que l'homme est le chef de famille a perdu toute légitimité. Plus généralement, la répartition des rôles n'a plus rien d'immuable. Tout est en principe négociable et révisable. Plus rien ne va de soi. Plus rien dans la vie de couple ne s'impose naturellement. À quel moment faire des enfants? Combien d'enfants? Qui s'en occupe et quand? Qui s'occupe de telles tâches ménagères? Avec la dynamique d'individualisation, les rôles familiaux et de genre ont perdu leur ancienne stabilité séculaire. Ils sont maintenant en débat permanent, problématique, réflexif, déstabilisé. Troisième grand trait, le culte psy et relationnel. L'essor de la culture psy, caractéristique de ce néo-individualisme, se manifeste au travers de la formidable diffusion sociale du langage psychologique, mais aussi de tous les courants et techniques de ce qu'on appelle le développement personnel. Avant, on avait les prêtres, maintenant on a le psy et les psychothérapies en grand nombre. On compte à ce jour plus de 400 types de psychothérapie de par le monde. Mais le culte psy se manifeste aussi bien à travers la grande transformation de notre culture éducative. En gros, on est passé d'une éducation de type autoritaire qui a prévalu jusqu'aux années 50-60 à une éducation compréhensive qui privilégie l'expression de l'enfant, l'écoute, la satisfaction des désirs, l'épanouissement de l'enfant. Encore dans les années 50, on disait « les enfants ne parlent pas à table ». Maintenant, s'ils ne parlent pas, on s'inquiète, on consulte un psy. Cette transformation a de bons côtés, mais poussée à l'extrême, c'est un désastre. Cela donne une proportion importante d'êtres agités, les enfants hyperactifs, vulnérables, anxieux, parce qu'élevés sans règles, sans autorité, sans limite. On ne les a pas aidés à grandir psychologiquement. On ne leur a pas fourni les capacités suffisantes pour soutenir la confrontation avec le réel, supporter l'échec, l'adversité, bref, le principe de réalité. Quoi qu'il en soit, la culture psy a provoqué l'éclatement des normes éducatives traditionnelles, une libéralisation du rapport des parents et des enfants qui a des côtés positifs, mais qui a aussi des côtés négatifs. Alors, dans ces conditions, faut-il donc condamner l'individualisation et que l'on identifie trop facilement, à mes yeux, à l'indifférence aux autres, au repli sur soi, au cynisme, à l'égoïsme? À mes yeux, la réponse est non. Car en réalité, tout n'est pas négatif. Et finalement, tous les repères moraux, en particulier, ne sont pas caducs. Qu'est-ce qu'on voit? Plus l'individualisation se développe et plus le phénomène associatif progresse. Il y a en France 1 300 000 associations. On nous dit tout fout le camp, il n'y a plus de valeurs, plus de morale. On est dans le désert des valeurs. Mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de soucis des droits de l'homme. On voit se développer un caritatisme de masse, d'immenses élans de générosité philanthropique, le souci des générations futures à travers les protestations écologiques. Et en France, vous êtes bien placés pour le savoir, il y a 16 millions de bénévoles, soit près du tiers des Français de plus de 18 ans. Et il y a 25 000 ONG dans le monde. Le monde du bénévolat ne décline pas. En réalité, il progresse depuis plus de 20 ans, quelles que soient ses insuffisances. Ce qui veut dire qu'on n'est pas au degré zéro des valeurs. Il y a toujours dans nos sociétés un socle commun de valeurs partagées qui permettent de donner du sens au combat dans notre vie, à nos actions. L'indignation morale n'est pas morte. Le goût d'être utile aux autres reste vivace. Hyper-individualisme signifie moins égoïsme
que délégitimation des éthiques sacrificielles à l'ancienne. Ça, c'est vrai, ça, c'est caduc. On ne veut plus mourir, se sacrifier, ni pour la famille, ni pour l'armée, ni pour la nation, ni pour la société sans classe. Ce n'est pas la fin de la morale et de la solidarité qui caractérise notre époque, mais la détraditionnalisation de la morale. En effet, dans les sociétés hyper-individualistes, la morale n'est plus reçue de l'extérieur. Elle est à débattre, à construire par les hommes eux-mêmes, comme le reste, comme le lien politique. Et c'est ce dissensus, ces polémiques qui nous font croire qu'il n'y a plus de morale, alors qu'il y a une démocratisation de la sphère éthique et donc de la quête du sens. Dans les sociétés d'autrefois, le bien et le mal étaient fixés par les églises. C'étaient des sociétés religieuses. Dans une société démocratique, l'éthique relève des individus et du corps social. Et nous sommes en effet en conflit comme pour le reste, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de valeur et plus d'attention éthique aux autres. Dans ces conditions, me semble-t-il, nous devons faire une distinction majeure sur la question de l'individualisme qui est cruciale ici, car en effet, il n'y a pas un seul individualisme, il y en a deux. D'un côté, indéniablement, la société contemporaine génère à haute dose de ce qu'on pourrait appeler un individualisme irresponsable à travers la corruption, les incivilités, la démobilisation politique, la délinquance, la destruction de la nature, le court-termisme des actionnaires. Un individualisme déraisonnable, un individualisme sans règles ni limites, qui signifie après moi le déluge, chacun pour soi, moi d'abord, c'est une réalité indéniable. Mais d'un autre côté, l'âge contemporain voit se développer un autre type d'individualisme, un individualisme qu'on pourrait alors appeler responsable, qui se manifeste dans l'engagement public, dans la vie associative, dans le bénévolat, dans la lutte écologique, dans la lutte contre la corruption et le racisme. C'est là un individualisme raisonnable, c'est-à-dire limité par le respect du droit des autres et le souci du long terme. Pas seulement mon droit, mais un droit compatible avec le droit des autres à exister dignement. Et il y a ces deux types d'individualisme dans nos sociétés. Et c'est ce qui fait que tout n'est pas joué et qu'on n'est pas voué à un nihilisme exponentiel. En dépit de la formidable poussée de l'individualisation, tous les repères ne sont pas morts. Nous avons toujours une boussole, fût-elle indéterminée, et cela donne un cap pour l'avenir. Là est la grande tâche primordiale de l'avenir, dans ce monde déstabilisé. Une tâche qui définira le visage des démocraties qui viennent. Je veux dire responsabiliser les hommes, faire reculer l'individualisme irresponsable, faire gagner l'individualisme responsable. Voilà la tâche impérative du présent et de l'avenir. Et pour aller dans ce sens, ce ne sont pas les croisades morales qui vont nous aider. Responsabiliser les hommes, cela veut dire investir dans l'éducation et la formation, l'écoute des hommes, la valorisation du bénévolat, de nouvelles politiques éducatives, de nouvelles formes de solidarité. Responsabiliser les hommes, c'est l'œuvre de tous, enseignants, citoyens, cadres d'entreprise, parents, élus locaux, bénévoles en tout genre. C'est par de nouveaux plans d'action ambitieux qui valorisent les initiatives à la base que l'on parviendra à responsabiliser les hommes et non par des leçons de morale et le seul développement des droits juridiques et des réglementations
administrative. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Cette table ronde avant d'accueillir Boris Cyrulnik par Gilles Lipovetsky. De manière très courte, est-ce que vous pouvez rebondir sur les échanges qu'on a eus cet après-midi? Est-ce que les ressorts, les valeurs, les repères, est-ce qu'il y a encore des ressorts dans tout ça? Bon, vous me mettez devant une situation délicate parce que je veux parler en toute humilité compte tenu de ma position éloignée de vos activités, et donc je parlerai avec beaucoup de modestie, simplement de la manière dont j'ai ressenti les choses. Et je dois dire un ressenti qui va contraster probablement avec la tonalité du sondage, puisque moi je l'ai ressenti avec optimisme. J'ai bien entendu que les gens de la corporation souffraient d'un manque de repères. Beaucoup ont parlé de perte de sens. En même temps, j'ai ressenti, moi, quelque chose qui relève d'une très forte conscience professionnelle. C'est une chose de l'extérieur qui est très frappante, de voir que la perte des repères collectifs s'accompagne d'une intensification de l'exigence éthique de chacun qui s'interroge. Et cet effritement des repères est sans doute le prix inévitable d'une société de plus en plus détraditionnalisée. Lorsque nous n'avons plus de normes stables, fixées par le passé, par les religions, nécessairement, on a un sentiment de perte. Mais l'ensemble des discours que j'ai écoutés avec grand intérêt montrent qu'en réalité, encore une fois, toutes les boussoles ne sont pas déréglées. En particulier, ce que vous avez dit, beaucoup d'autres l'ont dit, sur le sens de l'enfant. S'il y a bien quelque chose qui ressort de ça, c'est le souci du soin de l'enfant, de la protection de l'enfant. C'est un repère, bien entendu, c'est indéterminé. Mais c'est indéterminé parce que nous sommes dans une société libre, sans quoi nous aurions des normes obligatoires. Et par conséquent, cette interrogation, ce sens, cette idée de perte des repères est inévitable, elle est consubstantielle à un monde de l'individualisme et de la détraditionnalisation. Maintenant, sur la question de la perte du sens, il est certain que par rapport à la grande époque de la modernité, nous n'avons plus des sens, un sens surplombant, le sens de l'histoire. Toutes ces visions macroscopiques de l'histoire nous ont abandonnés, nous sommes orphelins de cet univers-là qui nous promettait des lendemains radieux, les sociétés sans classe, la domination de la raison, le progrès. Tous ces grands discours-là ont fait faillite. Donc sur ce plan-là, oui, il y a une perte de sens. D'autre part, ce qui a été dit, c'est que cette perte de sens, c'est en réalité peut-être pas exactement l'expression qui convient. C'est que souvent ce que j'ai cru comprendre, c'est que cette quête de sens professionnel était en contradiction avec des exigences performantielles, voire financières. Et c'était ça qui créait le malaise. À mon avis, il y a le malaise professionnel vient de là, c'est que une forte conscience professionnelle se heurte à des problèmes, on manque de temps, il n'y a pas assez de personnel, il faut des résultats. Bref, on est pris dans une logique utilitariste, alors que l'idéal humaniste de protection de l'autre, de l'enfant, est là. Et en fait, nous sommes peut-être moins dans un univers finalement de perte que dans un univers de conflit. Un conflit entre des normes, entre des idéaux,
peut-être pas absolument contradictoires, mais quand même, qui sont difficiles à imbriquer, à allier. Et c'est ça que j'ai entendu. Parce que sinon, s'il y avait une totale perte des valeurs, vous ne seriez pas là. Vous êtes l'expression même d'un univers qui est ouvert, indéterminé, mais qui n'est pas totalement déboussolé, parce que vous voulez bien faire. Vous cherchez quelque chose d'éthique. Et si vous cherchez quelque chose d'éthique, c'est qu'il existe encore une conscience éthique. Donc voilà ce qui me paraît, ce que j'ai ressenti.